Bonjour et bienvenue dans La Niche, le podcast bienveillant sur les aventures canines. Je suis Claire et je suis ravie de partager aujourd'hui le 29e épisode de La Niche. La Niche est un podcast qui aborde les thèmes divers et variés qui entourent le monde canin et qui se veut bienveillant, inspirant, construit et positif. Toutes les 2 semaines, je vous partage mes conversations avec des personnes passionnées. Elles viennent raconter à mon micro les expériences et aventures qu'elles ont vécues avec leurs chiens, leurs réussites, leurs plus beaux moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'elles en ont tirées. Aujourd'hui, je suis ravie de vous partager ma conversation avec Anaïs Detout. Anaïs est consultante en comportement canin spécialisée en anxiété de séparation. Dans cette discussion, elle nous raconte son expérience dans la protection animale et son histoire avec Moka. De son parcours de formation à la rééducation de Moka, Anaïs nous raconte comment elle a tout plaqué pour se consacrer à sa passion il y a 2 ans. Enfin, Anaïs nous parle plus en détail des comportements liés à la solitude, problématique qu'elle a elle-même rencontrée et pour laquelle elle s'est spécialisée. Vous saurez donc tout ou presque du sujet et de sa manière de le prendre en charge. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtiez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Anaïs. Salut Anaïs. Salut Claire. Tu vas bien? Mais ça va et toi? Oui, ça va bien. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de t'accueillir sur La Niche. Et en plus, tu inaugures ce nouveau bureau. Écoute, ça me fait très plaisir d'être là. Ça va être super chouette en tout cas. On va commencer par les présentations. Je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites. Moi, c'est Anaïs Detout. Je suis consultante en comportement canin spécialisée en anxiété de séparation. Et j'ai 25 ans et je travaille sur Lyon du coup. Ok. Est-ce que tu peux nous présenter ton chien? Je crois que tu en as un. Oui, Moka le fameux. Moka, c'est un staff croisé berger qui est estimé à entre 3 et 5 ans. Que j'ai adopté en refuge en août 2020 et avec qui je travaille parce qu'il a de nombreuses problématiques, entre guillemets. Et voilà, ça m'apprend beaucoup. Trop cool. Trop cool. On va en parler en tout cas. Oui, c'est ça. Avant de parler vraiment de ton expérience avec Moka, je voulais revenir un peu sur toi, ton parcours avec les chiens. Est-ce que tu en as toujours eu avant d'avoir Moka ou est-ce que c'est ton tout premier chien? Comment ça s'est passé pour toi? Alors moi, j'ai eu une première chienne de famille à 8 ans, mais c'était la chienne de la famille. C'était une caniche croisée Shih Tzu et Papillon. Donc c'était une petite chienne ultra dynamique et je faisais de l'agility avec elle quand j'étais plus jeune. C'est la chienne avec qui j'ai fait pas mal d'erreurs maintenant avec mon recul, forcément. Moi, j'ai toujours voulu des chiens depuis petite, mais mes parents voulaient pas au départ. Ils ont fini par craquer et on a eu Luna, elle s'appelait. Et après, j'ai toujours voulu en fait être bénévole au refuge qui était près de chez moi. Et quand j'ai eu 16 ans, c'était l'âge pour pouvoir être bénévole légalement. Okay. J'y suis allée avec ma mère, on a fait les papiers et du coup, c'est là que j'ai commencé à être bénévole avec les chiens de refuge et c'est là que j'ai eu, je pense, le plus gros de mon expérience pratique parce qu'on voit beaucoup de choses, quoi. Quand on est dans un chenil avec tous ces chiens différents qui ont des histoires et des problèmes différents. Donc voilà, et donc Moka c'est mon premier chien à moi, mais pour moi, si tu veux, tous les chiens de refuge que j'ai rencontrés, ils ont eu, certains plus que d'autres, une petite place. Bien sûr. Il y en a qui sont restés tellement longtemps que je voyais tellement tous les jours que c'était presque mes chiens, quoi. donc voilà, et puis Moka c'est le premier chien que j'ai, moi, que j'assume moi-même financièrement et tout, donc ouais. Ok. Et du coup, comment ça s'est passé qu'est-ce qui t'a motivé à prendre un chien à toi? J'imagine qu'il y a peut-être une histoire de coup de cœur derrière. Comment ça s'est fait et comment tu as choisi Moka? Écoute, c'était même pas tellement une histoire de coup de cœur au sens propre du terme. C'est pas je l'ai vu, j'ai eu un coup de foudre et ça y est. En fait, moi, j'étais prof d'anglais de base et j'étais bénévole au refuge régulièrement. Et un jour, il y a un chien qui est arrivé, je l'avais déjà entendu de la part des salariés de la fourrière qu'ils avaient galéré à capturer un chien qui errait. Et ils ont pris un peu de temps à le capturer et ils l'ont capturé au lasso et à la perche, donc c'était assez violent parce qu'il se débattait en fait. Et puis le connaissant maintenant, je sais que quand il a peur et il veut attaquer, il part dans l'agression. Donc voilà, ils ont dû y aller franco, quoi. Malgré eux, ils ont fait leur travail et du coup, il a été complètement traumatisé des hommes et surtout des colliers et des laisses. Donc, il n'était pas du tout approchable, manipulable et on ne pouvait pas l'attacher.
Donc il était dans son box de la Fourrière pendant 10 jours, il a fait sa période, forcément personne ne l'a réclamé. Ils avaient du mal à rentrer dans le box, ils ne pouvaient pas l'attacher et tout. Donc ils l'ont sédaté pour le pucer, faire le vaccin, l'examen veto, et pour le transférer au box du refuge qui était à 50 mètres, quoi. Et au refuge, il s'est réveillé dans son box. Et après, moi, c'est là que je l'ai vu la première fois. Je ne pouvais pas m'approcher de son box à 15 mètres. Il me hurlait dessus. Il était vraiment terrorisé. Et après, ça, c'était au moins 1 an et demi avant que je décide de l'adopter. Donc, je le connais depuis un petit temps. Mais là, j'étais prof d'anglais. Je voulais encore passer mon concours d'enseignement parce que je voulais passer l'agrégation. Et après, je suis partie travailler à l'étranger en Angleterre en tant que prof. Et quand je suis rentrée, Moka, il était au même point, si tu veux. Il avait toujours pas de collier, il était toujours pas attaché. Donc en fait, il le mettait au parc par une espèce de trappe, quoi. Mais il n'y avait pas de balade, donc il voyait pas grand-chose. Voilà, il se faisait un peu plus approcher, mais c'était pas non plus ça qui était ça. Il commençait un peu à aimer les gratouilles avec certains bénévoles qu'il voyait très régulièrement et certains salariés, mais il n'y avait pas de progrès fulgurant. Et en fait, moi, quand je suis rentrée d'étranger, j'avais déjà commencé là-bas, je m'intéressais toujours au comportement, je lisais plein de trucs et tout. Et le Covid m'a fait rentrer en urgence en mode guerre mondiale. Enfin, c'était vraiment le drame, un peu, c'était du jour au lendemain. J'ai dû rentrer parce que les frontières se fermaient. Et en fait, quand je me suis retrouvée au confinement, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit, bon, en fait, tout peut changer du jour au lendemain. Et pourquoi faire un truc... parce que j'adorais être prof, moi, c'était le contact à l'humain, tu vois, le côté coaching et tout. Mais j'ai toujours voulu travailler avec les chiens, je ne savais pas comment, parce que le côté auto-entrepreneur du métier d'éducateur comportementaliste me faisait vraiment peur. C'était pas... Moi, je viens d'une famille de fonctionnaires, tu vois, le côté indépendant, c'est ouais. Le côté indépendant, c'était vraiment l'angoisse, c'était le truc insécurité et tout. Et puis, en fait, donc, pendant toute la période de confinement, j'ai contacté plein de professionnels, des gens qui étaient indépendants dans d'autres domaines et tout. Et j'ai commencé à voir concrètement ce que ça donnait. Et ça m'a vraiment parlé, déjà rien que ce mode de vie, on va dire, parce que c'est un mode de vie. Bien sûr. Et j'ai parlé, voilà, avec beaucoup de pros, j'ai regardé toutes les formations. C'est comme ça que j'ai commencé pendant le confinement. J'ai décidé de plaquer mon concours d'enseignement et de partir dans le comportement. Et du coup, je me suis dit, bon, j'ai tout mon temps parce que je travaillais plus en Angleterre et le refuge a rouvert ses portes à la fin du tout premier confinement. Et là, j'y suis allée tous les jours de mai à septembre, mais vraiment tous les jours, quoi. Et je me suis dit, c'est pile l'occasion pour travailler un chien comme Moka parce qu'il a besoin de quelqu'un d'assez fixe, on va dire, que ça soit cohérent, prévisible. Et j'ai commencé à travailler avec lui. Tout en lisant à côté parce que c'était pas facile, hein. Il avait vraiment... Je pouvais pas venir dans le parc avec une laisse à la main où il partait à 10 mètres. Enfin, il y avait rien qui le motivait. C'était difficile, quoi. Surtout dans ce contexte où c'est ultra stressant. Enfin, t'es dans ton parc à vouloir désensibiliser un chien et à côté de ça, il y a tout le chien qui hurle. Enfin, il y a du mouvement, il y a des gens qui rentrent. Enfin, c'était vraiment un peu le baptême du feu d'apprendre à travailler avec un chien comme ça. Et tu t'en doutes, ça m'a appris énormément en quelques mois à travailler tous les jours parce que bon, je travaillais Moka, mais je travaillais aussi d'autres chiens. Mais Moka, c'était le principal, quoi. Et en fait, on a fini par bien s'entendre, forcément. Et c'est pour ça que je te dis que c'était pas un coup de cœur, c'était plutôt... on a appris à se connaître. Moi, je l'ai toujours trouvé très beau, mais c'était pas le problème du tout. C'était... je pouvais pas l'approcher, quoi. Pendant 1 an et demi, on venait dans son box... moi, il venait au maximum me renifler le nez si j'étais complètement assise par terre, la tête sur le côté et tout. Et il n'y avait rien de... C'était difficile avec lui de progresser parce qu'en fait, maintenant que je le connais, il a besoin de beaucoup de cohérence. C'est-à-dire que si les gens sont imprévisibles, et vu qu'on était plusieurs, si tu veux, à le côtoyer, on n'avait pas tous les mêmes attitudes avec lui. Et ça le... Il faut que ça soit toujours pareil. Ouais. Tu vois, il faut qu'il ait des repères, il faut que ça soit toujours très cohérent, très prévisible. Et forcément, comme je venais tous les jours, c'est devenu beaucoup plus prévisible avec moi. Et on a eu des progrès. Donc, je dis pas que je pouvais le promener en laisse au chenil, pas du tout. La laisse, j'ai pas réussi dans le contexte du refuge. Donc, j'ai réussi collier, harnais, et je me suis concentrée sur muselière et caisse de transport parce que j'ai rapidement pris la décision de l'adopter, parce que là, j'ai changé de vie et je me suis dit,
moi, j'ai toujours voulu un chien, mais vu que je passais des concours, j'avais pas le temps. Donc voilà, là, je me suis dit, il faut que je prenne un chien. Forcément, Mocha a été candidat parfait, parce que c'est aussi le côté où je savais qu'on allait apprendre plein de trucs ensemble. Donc c'était super chouette comme relation. Mais aussi, en fait, je me suis dit, il est tellement, tellement spécial, entre guillemets, que lui trouver une famille, ça va être compliqué, quoi. Et j'en ai parlé avec mon copain qui venait avec moi au refuge, qui voyait Mocha, et on est parti là-dessus. Un peu au petit bonheur la chance, entre guillemets, parce que tu peux pas vraiment prévoir Bien sûr, ce que ça va être dans la vraie vie. Ouais. C'était un peu... Mais je te dis pas que j'étais zen. La veille du départ, j'étais en train de pas dormir dans mon lit en panique, en mode qu'est-ce que je fais ? Mais voilà, donc j'ai bossé à la caisse de transport pour le trajet parce que je partais à Lyon en fait. Donc j'avais 4 heures de route. Le refuge, il était vers là où j'ai grandi. Et je savais pas du tout pendant les 4 heures comment il allait réagir en fait, s'il allait me péter un câble dans la voiture. Et en fait... il est monté dans la caisse, il a un peu râlé parce qu'il n'avait pas l'habitude qu'on le transporte. Tu sais, je ne pouvais pas me permettre en fait de travailler l'entrée volontaire dans la caisse parce que je le faisais, si tu veux, avec consentement, le fermeture de la porte et tout. Il fallait qu'il se retourne pour me dire « Ok, tu peux fermer la porte » parce que sinon, lui, il avait la trouille du confinement, donc il était un peu claustro, tu vois. Dès qu'il était enfermé, il paniquait, il voulait fuir, donc j'ai essayé de travailler ça. Mais j'avais pas pu travailler le mouvement de la caisse et tout, parce que je me suis dit, si ça lui fait peur une fois, il voudra plus jamais rentrer dedans. Et en fait, je pourrais pas le transporter, quoi, le jour où je pars. Donc, tu vois, c'était un peu... Plein de questions. Ouais. Et donc, ça s'est très bien passé. Il a dormi pendant 4 heures. Wow. Je pense qu'il était soulagé de quitter d'être au calme. D'être au calme. Ouais, d'être au calme dans la voiture. Et voilà, on est arrivé dans mon appartement et ça, c'était encore toute une aventure parce que j'aurais adoré avoir une maison à la campagne avec un jardin, avec ce type de chien que tu pouvais même pas promener en laisse. Mais moi, j'étais en appart et en fait, pour le petit aspect pratique, j'avais vu dans son box qu'il pisse tout le temps dans ses gamelles et dans son panier. Il vise, quoi, tu vois. Et le connaissant maintenant, c'est parce qu'en fait, il est très propre et il déteste pisser par terre n'importe où, quoi. Donc, en fait, je lui avais mis, si tu veux, un panier avec une bâche et je l'avais renforcé à faire tous ses besoins là-dedans. Du coup, il avait une sorte de litière, en fait, parce qu'il ne pouvait pas sortir. Ouais. Et au final, ça a été super productif parce que ça l'a vraiment fait décompresser de ouf de ne pas sortir et de justement créer cette relation avec nous tranquillement. Et petit à petit, on a commencé... le travail de la laisse, c'était toute une histoire. Ça m'a pris 3 mois, vraiment, tous les jours, plusieurs fois par jour, avec Vox Canis, du coup, qui me suivait. Et on a fini par le sortir, tu vois, au beau milieu de la nuit, quand il n'y avait plus rien. Enfin, on a déjà dû l'habituer au palier, à descendre les escaliers. Enfin, ça a pris... C'était le parcours du combattant. Wow. Et en fait, il a tellement kiffé les odeurs dehors que direct, il a adoré aller dehors. C'est un chien qui est ultra optimiste, donc même s'il a peur, il y va. Par contre, s'il y a un truc qui lui fait peur, il part dans l'agression, quoi. Il met à distance, il va pas, il fuit plus maintenant. D'accord. Il éloigne. Ouais. Mais du coup, ça a ses aspects positifs parce qu'il est vraiment optimiste, quoi. Il est toujours prêt pour apprendre, pour bosser. Et puis, il veut toujours sortir, il est toujours content de sortir. Donc, en même temps, il a dû louper tellement de choses que maintenant... Voilà, donc la nuit, puis après progressivement la journée, tu sais, vu que j'habite en ville quand même, je pouvais pas l'exposer n'importe comment. Donc en fait, on a fait ça en mode BAT, je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est vraiment utiliser les odeurs et la distance pour que le chien s'habitue à voir certains stimuli au loin, quoi. Donc les voitures, les ceci, les cela. Et en fait, ça s'est bien passé. Et il a bien avancé comme ça. Et au final, avec de la distance, j'arrive très bien à gérer en ville, donc c'est plutôt cool, je me plains pas du tout. C'est pas facile tous les jours parce qu'il déclenche sur certaines personnes encore, sur les chiens aussi. Mais en tout cas, les gens, il a super progressé. Enfin, il a appris que personne ne venait le voir parce je lui ai mis une muselière, plus pour qu'on le laisse tranquille que pour que lui laisse tranquille les gens parce que tu vois, je gère la laisse et tout. Bien sûr, il y a l'aspect des enfants qui courent n'importe où et qui peuvent venir d'un coup. Mais... personne ne nous a jamais embêtés là-dessus. Niveau gens, quoi. Personne l'embête. Donc, du coup, il n'a pas eu de mauvaise expérience.
Et ça me permet de lui avoir appris que tu peux passer à côté de quelqu'un sans vouloir le bouffer. Ça va aller, quoi. Personne va te faire du mal. On va juste au garage. Parce que du coup, moi, mon garage, il est pas en sous-sol. Il est Plus loin. il est plus loin. Donc, pour aller à la voiture, je suis obligée de passer par la ville. Et au final, je suis assez contente, entre guillemets, parce que ça nous a permis d'être un peu forcés à travailler plein de choses et de lui faire voir plein de choses. Alors que je pense que sinon, j'aurais été tentée de toujours prendre la voiture pour l'éloigner. Pour aller loin, ouais. Et je le fais, hein. Enfin, je veux dire, je te dis pas qu'il fait 40 minutes de balade en ville, c'est pas possible. Les balades en ville, c'est les pipis et c'est aller à la voiture. Parce que c'est beaucoup trop, si tu veux, il y a trop de choses et il va trop vite être dans l'empilement des déclencheurs et du coup, c'est trop pour lui, c'est trop stressant. Donc, courte durée, ça va, mais moi, ça me suffit. J'ai pas non plus envie de me balader en ville, en fait. Mais après, on va dans la voiture et on prend la voiture, on va dans des endroits perdus, quoi. C'est grâce à ça qu'ils gèrent la ville aussi. C'est l'aspect grosse décompression. Y a rien, on peut voir des trucs de très loin. Et puis, en ville, on gère. Je pense pas qu'il adore la ville, mais le côté où il y a plein d'odeurs, ça lui plaît bien. Donc, ça compense, je pense. C'est un énorme parcours que vous avez fait là en 1 an et demi, mine de rien. Je pense qu'il a vite progressé. Parce que toi aussi. Ouais. Oui, du coup, j'ai été obligée de lire, de toujours plus me renseigner, parce que avec des chiens très sensibles comme ça, t'apprends qu'il y a beaucoup de nuances dans les méthodes proposées, quoi. Il faut un peu combiner plusieurs choses, notamment utiliser les odeurs, et puis parfois utiliser la bouffe. Voilà, il y a des choses qui se combinent en fonction de la situation. Mais en tout cas, j'ai tout fait dans la bienveillance et ça a eu des super résultats, quoi. Donc, rien n'est impossible. Bravo. Moi, j'avais une question avant que tu l'adoptes ou quand tu étais en train de prendre la décision que tu allais l'adopter. Est-ce que tu as eu peur? Et comment a réagi ton entourage face à ça? Parce que ça peut être un peu flippant. Ouais, carrément. Est-ce que j'ai eu peur? Alors, en fait, tu vois, justement, j'ai tellement évolué, je pense, entre le moment où j'étais encore là-bas et depuis que je l'ai, forcément. Je suis pas sûre que je savais vraiment à quoi m'attendre, en fait. Je savais que ça allait être dur en extérieur. Mais, par exemple, l'anxiété de séparation, je l'avais pas du tout vu venir. Ouais. Pas du tout. J'imaginais même pas ce que c'était de vivre avec ce type de chien. Mais bon, on y reviendra. Mais en tout cas... Oui, j'avais très peur. L'aspect qui me faisait le plus peur, c'était la cohabitation avec mon chat, du coup. Ouais. Et en fait, on en parlait juste avant. Voilà. Et vu que finalement, on a trouvé comment séparer, parce que ça se passe mal, mais soit c'est vivable, c'est gérable, tout le monde va bien. Mais tu vois, finalement, c'était l'aspect qui me faisait le plus peur, qui s'est vraiment déroulé. Enfin, j'avais raison d'avoir peur. Je pense que si je l'avais su, j'aurais pas pris Moka. Et au final, on arrive à gérer, quoi. Donc voilà, mais si, j'avais peur, c'était impressionnant. Je me suis dit, est-ce que je suis pas en train de faire la pire connerie de ma vie? Enfin, on parlait du puppy blues, mais en fait, avec les chiens de refuge, c'est aussi dur, quoi. Carrément. Moi, pendant 1 mois, j'étais en panique. Enfin, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? T'imagines, t'as un chien dans ton appart, il sort pas, il a peur de tout, tu peux pas l'attacher. Tu te dis, même, je me disais, mais s'il y a un incendie, comment je fais, quoi? Comment je fais pour le sortir s'il y a un souci veto? Enfin, bref. Et ton entourage, comment ils... J'imagine que ça n'a pas été une décision facile à prendre. Non, pas du tout, pas du tout. Déjà, rien que de moi à moi-même, avant d'en parler, j'ai fait le tour 15 fois dans ma tête. J'ai parlé avec des gens qui avaient des chiens ultra craintifs, voir la capacité d'évolution et tout. Surtout, l'aspect qui me faisait stresser forcément, c'était de vivre en ville. Et le chat. C'était les 2 aspects qui me faisaient le plus stresser. Finalement, la ville, ça va. Le chat, ça va pas. Mais c'est pas grave, c'est des choses on s'adapte, quoi. Mais en tout cas, mon compagnon, il venait avec moi au refuge. Donc, il l'avait déjà vu, il l'aimait bien. Parce qu'en fait, au refuge, il était Moka était un chien ultra indépendant, si tu veux. Il aimait bien être avec nous. Mais en même temps, il était super dans l'observation et tout. Et c'était typiquement le type de chien que mon compagnon aimait. Et aime toujours, bien sûr. Mes parents, si tu veux, vu que j'habite plus chez eux, c'est un peu fais ta vie. Mais en même temps... Enfin, c'était le côté t'assumes. Et je pense qu'on me l'a beaucoup dit, t'assumes. Et il faut une pression d'enfer, ce t'assumes, parce que ça soit un chien de refuge, un chiot ou ce que tu veux comme animal, bien sûr que quand tu prends un animal, t'assumes. Mais là, il y avait l'aspect où tu sais qu'il est difficile, donc t'assumes. Tu sais que ça va être compliqué.
qui était un peu stressant, mais voilà, je me suis dit, je sais pas, je le sentais bien. Je me suis dit, on évolue bien au refuge, je vois pas pourquoi on évoluerait pas bien dans un milieu beaucoup moins stressant, quoi. C'est chouette. Ouais, c'était une grande aventure, c'est toujours d'ailleurs. Ouais. Non, c'est chouette, franchement, c'est courageux, je pense, comme choix quand même, parce que ça va pas être une décision facile, et effectivement, alors t'avais tout ce qu'il fallait pour répondre au mieux à ses besoins, pour l'accompagner, tu t'es formée, voilà, vous avez fait un bout de chemin ensemble avant vraiment de vous lancer dans la vraie vie, mais ce passage de ok, on sort du refuge et maintenant genre c'est la vraie vie qui commence, autre chose, c'est faut en avoir quand même pour y aller. Ouais, du coup on se ressemble un peu avec Mocha, on est un peu tenace sur les bords, quand on a une idée en tête, on aime bien le faire. Après voilà, c'était moi j'ai pris ça un peu comme un beau challenge. Je le sentais bien en fait, tu vois. C'était pas coup de cœur dans le sens où tu le vois et tu vois ta gros crush, tu sais que c'est lui, le chien, je parle. Et là c'était plutôt, on a travaillé ensemble, on a appris à se connaître, on avait des personnalités qui collaient vachement bien. Et moi j'adore ce type de chien hyper sensible mais ultra optimiste, qui est toujours prêt pour apprendre. Enfin, il avait tout à apprendre, quoi. Donc je l'ai trouvé super touchant, quoi. Et puis en même temps, je savais que moi j'allais faire tout ce que je pouvais pour mieux le comprendre et le respecter. Et du coup, je voyais pas pourquoi ça marcherait pas, parce que je pense que j'étais quand même assez patiente comme personne. Donc je me suis dit, zou, quoi. Enfin, il n'y a que toi qui pouvais le faire de toute façon. J'aurais pas. Au moment là, oui, il n'y a pas que moi qui aurais pu le faire, parce que voilà, mais au moment là, oui, il avait aucune. Il pouvait pas. Il n'était pas adoptable en fait. Même le jour où je l'ai sorti du refuge, il n'était pas adoptable. Enfin, un chien que tu peux pas attacher. Bien sûr. Il n'est pas adoptable, quoi. Donc voilà. Mais en tout cas, ouais, c'est pour ça que j'étais aussi stressée au début, parce que tu te dis quand même, t'es un peu tout seul, quoi. J'ai un chien non adoptable chez moi. Ouais, tu te dis, bon, d'accord, maintenant on y va, hein, faut y aller, quoi. Je voulais revenir un peu sur ton expérience dans la protection animale. Qu'est-ce qui a fait que à 16 ans, tu t'es dit, go, j'ai envie d'aller dans un refuge dès mon temps? Je sais pas. Comment t'as fait ça sur du long terme en plus, parce que ça a duré un moment? Ouais, en fait, franchement, c'est un peu cliché, mais depuis petite, j'adore les chiens, je sais pas pourquoi. Enfin, ma mère, elle me disait, en vacances, on tournait le dos, on t'a retrouvé, t'étais avec, tu vois, le chien du bureau de tabac, qui pesait 45 kilos. Enfin, voilà, bon, il aurait peut-être fallu me surveiller. Mais j'ai toujours aimé, tu vois, même les dessins animés, les chiens, j'adorais les chiens, les chevaux aussi. J'ai commencé par le cheval, et après, je me suis beaucoup plus intéressée aux chiens. Et à 16 ans, en fait, le refuge était juste à côté de chez moi. Et je me suis dit, pourquoi pas, quoi. Enfin, moi, je sais pas, c'est des trucs que t'expliques pas. C'était là, tu l'as fait parce que t'as adoré. Après, voilà, j'avais 16 ans, j'avais tout à apprendre. Du coup, moi, j'étais beaucoup avec les bénévoles plus expérimentés. Je dis pas qu'ils m'ont tous appris des trucs... ce que j'estime aujourd'hui être respectueux du chien, quoi. Mais en tout cas, ça a beaucoup évolué. Et puis on a pu tous évoluer ensemble aussi, donc c'était chouette. Mais voilà, en tout cas, j'étais toujours sous la tutelle de quelqu'un de plus expérimenté au début. Et puis moi, je faisais les promenades, hein. Je faisais pas... J'étais toute jeune, donc j'y allais pendant les week-ends. Après, tu vois, j'ai passé mon permis. Enfin, ça m'a vraiment suivi dans toute ma jeunesse. Et quand j'avais mon permis, j'ai pu y aller plus souvent. Et puis après, pendant les études sup, j'ai continué, parce que j'ai fait prépa lettres pour passer les concours d'enseignement. Et en fait, c'était bien le seul truc qui me faisait changer d'air, quoi. Mais dans tous mes moments difficiles de ma vie, tu vois, les ruptures et tout, moi j'allais au refuge, tu me voyais plus, j'étais au refuge, quoi. C'est le truc, j'oubliais tout, j'étais avec les chiens, voilà. T'es obligé d'être dans le présent, quoi, quand t'es avec des chiens. Surtout quand t'es dans un chenil où il y en a 20, quoi. Mais du coup, je trouvais ça... C'était le truc qui me permettait, si tu veux, de m'ancrer dans le présent, quoi. On est là et puis on arrête de réfléchir. Donc c'était chouette. Si tu veux, j'avais suivi un peu l'éducateur du refuge dans ce qu'il faisait. J'avais aussi fait un suivi adoption, justement, avec un chien ultra craintif qui s'appelait Ludo. Pareil, on pouvait pas... Il bougeait même pas du coin de son box, quoi, qui a été adopté par des super personnes et qui a super bien évolué aussi. Donc, tu vois, j'avais déjà des parcours qui me montraient que, il y a des chiens qui sont capables
bien évoluer et c'est possible. Donc voilà. Et moi, j'étais déjà vraiment très attirée par les chiens ultra sensibles et craintifs au refuge et aussi par les chiens, tu vois, qui étaient un peu... qui redirigeaient facilement parce que c'était un contexte très très stressant pour eux. Donc il y avait beaucoup de redirection. Les chiens qui t'attaquaient parce que tu passais devant toute la rangée des autres chiens et que ils voulaient aller les cartonner. Ce type de chiens-là, personne ne voulait les promener. Et moi, je sais pas, tu vois, j'avais ce truc où les chiens qui étaient un peu incompris, j'aimais pas trop les laisser dans leur coin. Ouais, j'avais envie de... Je me disais, il y a forcément quelque chose à apprendre, en fait, pour faire mieux. Et du coup, j'ai beaucoup appris là-dessus. C'était assez chouette. Et voilà. Après... l'APA, c'est un milieu compliqué. Et même si c'est mon milieu de cœur, c'est vrai que pour l'instant, je ne travaille plus dedans et je suis plus bénévole parce que déjà, je me suis concentrée sur Moka. Et puis parce que il y a une grosse part d'humain dans l'APA. Et il faut apprendre à comprendre et à gérer tout ça. Et voilà, pour l'instant, je n'ai pas retrouvé de refuge avec qui bosser, mais peut-être un jour. Mais en tout cas, on ne peut pas être sur tous les fronts, quoi. C'est sûr, c'est clair. Et puis, t'as déjà bien donné. Enfin, ouais. Pour 25 ans de vie, t'as déjà passé presque 10 ans dedans. Franchement, c'est déjà plus que beaucoup de monde. Donc, c'est vrai que ça apprend beaucoup parce que c'est que de la pratique pour le coup. Mais justement, je trouvais qu'il y avait de la limite à que de la pratique. Je me disais des fois, j'y arrive pas, mais c'est pas la faute du chien, quoi. C'est parce que moi, je sais pas comment faire. Donc, tu vois, j'allais lire, je regardais des trucs. Voilà, en grandissant, je me suis beaucoup plus renseignée. Et c'est là aussi que du coup tu vois la complémentarité entre la théorie et la pratique. Tu peux faire que de la pratique, mais si t'as pas de la bonne théorie, t'es vachement limité, quoi, avec les chiens. Donc voilà, c'était super intéressant, ça m'a fait réfléchir à beaucoup de choses. Et voilà, au bout d'un moment, j'ai dit stop l'enseignement et je suis partie me former pour de bon. C'est ce que j'allais dire, du coup, c'est le melting pot de tout ça qui t'a amené à aller te former, à complètement tout larguer pour te consacrer à ça. Mais tu vois, moi, je vois pas mon parcours comme discontinu, puisque j'étais en bac S, après j'ai fait de l'anglais, après j'ai travaillé en Angleterre, après je suis revenue, je suis passée en comportement canin. En fait, le côté bac S, tu vois, il m'aide à mort pour justement lire les articles scientifiques, faire de la recherche, écrire, j'adore. Le côté anglais, moi, mes études d'anglais... On va parler de ta formation après. Juste après, mais on va comprendre pourquoi c'était important. Oui, voilà, donc pas de spoiler alors, mais ouais, c'est ultra... Enfin, pour moi, ça m'a ouvert des portes, beaucoup de portes, quoi, de pouvoir parler anglais, donc c'est cool. Et puis voilà, le côté littéraire aussi fait que j'adore lire et écrire et tout, donc je pense que tout se rejoint, tu vois. Ouais. Ça fait sens. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, dans mon parcours, c'est pareil, tu vois, je suis partie du droit public, ça pourrait sembler complètement à côté du comportement canin, et en fait, moi aussi, j'y trouve une continuité. Je pense que c'est ça qui est important. C'est ça qui est intéressant, même. Ouais, c'est intéressant. Enfin, on a tous des parcours différents et on a tous des trucs à apporter différents aussi, donc c'est cool. C'est clair. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours de formation ? Ouais, alors du coup, moi, en fait, quand j'ai commencé à vouloir me former, je me suis dit, ok, je parle anglais, mais en même temps, je connaissais pas tellement tout ce qui se faisait dans les pays anglophones. Et en fait, c'est surtout que je savais pas si c'était reconnu en France. Ouais. Puis après, j'ai réalisé qu'en fait, rien n'était reconnu vraiment en France, à part le BP, mais il n'y avait pas de formation obligatoire à avoir par la CACED. Et donc, j'ai cherché des formations en France. Donc, j'ai découvert Muso Plus, j'ai découvert plein de chouettes formations. D'autres que j'ai faites, mais que j'ai arrêtées parce que ça me parlait moins. Et après, en fait... avec le travail de Moka, j'ai rencontré Vox Canis, donc Géraldine Méry, qui du coup est devenue, si tu veux, ma mentor. Donc j'ai fait 1 an de stage avec elle. Et en fait, elle est anglaise, donc elle connaissait beaucoup mieux que moi les formations en Angleterre, enfin anglophone, je veux dire. Et donc elle m'a poussée à faire des formations anglophones qui s'avèrent être complètement passionnantes, en fait. Des formations, des conférences, des cours en ligne, enfin tout ça, quoi. Je sais même plus dans quel ordre, parce que finalement, j'ai fait plein de trucs d'un coup, tu vois, sur une période assez courte, parce que moi, j'étais prof à mi-temps, et à côté de ça, j'ai fait que mes formations. Donc, si tu veux, je faisais ça toute la journée, pratiquement. Et je me souviens plus dans quel sens je les ai faites, mais en tout cas, je fais une grosse formation, une qui s'appelle l'ICP,
qui est vachement axé recherche en comportement canin. Donc c'est vraiment, si tu veux, ça reprend tous les gros points, les gros thèmes, et il faut faire beaucoup de recherches, lire tous les articles, être à jour pour écrire des dissertes sur plein de thèmes différents. Enfin, c'est vraiment top parce que dans les dissertes, tu dois l'appliquer à la pratique. Donc comment tu l'expliquerais à un client, comment tu le mettrais en pratique pour différentes problématiques. Et par exemple, on peut te dire, ok, mais ta formation, c'est à distance en fait, et du coup, la pratique, elle est où? Mais en fait, justement, pouvoir intégrer cette théorie, avoir un fond super solide, et après modifier et nuancer sa pratique en fonction de ça, je pense que c'est déjà la base. Et après, bien sûr, ta pratique, tu l'affines à force de pratiquer et tout, mais moi, ça m'apporte à mort. Et j'ai toujours pas fini parce que c'est une grosse formation qui dure 2 ans. Ok. Ouais, avec un mémoire à la fin, donc voilà, c'est un truc un peu long. Voilà, donc je pense faire mon mémoire de recherche sur les problèmes liés à la séparation. Et à côté de ça, j'ai fait... En fait, j'étais assez curieuse, donc j'ai fait des cours en ligne axés sur des domaines assez précis parce que je trouve que c'est super intéressant d'être avec des spécialistes de leur sujet. T'apprends beaucoup plus, donc en soins COP, en réactivité, tout ça. Et ça te donne quand même un fond... Une très bonne base. Oui, t'as besoin d'avoir des bases sur tout avant de te spécialiser parce que de toute façon, dans ta spécialisation, il y a forcément des rapports et des intersections entre différents problèmes. Donc c'était super important pour moi de le faire et de continuer à le faire parce que je continuerai, je pense, tout le temps à me former. Et après, à côté de ça, du coup, le côté pratique, je l'avais avec Géraldine, donc Vox Canis, parce que je suivais ses cas, on faisait les prises en charge. Elle est spécialisée chien des rues, donc les problèmes liés à la peur. Donc elle est très calée là-dessus et c'était super intéressant de voir justement d'autres adoptions de chiens, par exemple roumains ultra craintifs, et ils ont tous évolué de manière différente. On essayait de trouver comment les aider au mieux, tu vois, on faisait des plans d'action, on réfléchissait, elle me posait des questions, elle me donnait des cas, elle me disait ok, qu'est-ce que tu ferais. Voilà, donc c'était super enrichissant, ça m'a fait faire plein de choses en peu de temps. Et puis voilà, j'ai fait plein de conférences qui étaient très intéressantes sur l'agressivité, sur plein de choses en fait. Ouais. Et ça m'a vachement aidée avec Moka à comprendre plein de choses et à affiner comment je travaille avec lui. Et puis voilà, pour les formations, je pense que j'en oublie peut-être, mais en tout cas, voilà, je continuerai toujours à creuser et à faire les conférences et à faire les cours en ligne. Tout m'intéresse en fait, c'est... même si c'était pas ton sujet de prédilection, ça se recroise. Oui, et c'est ça qui est tu en as cool. toujours besoin. Ouais. En introduction, tu nous as dit que tu t'étais spécialisée dans l'anxiété de séparation. Ouais. Je voulais revenir un peu sur ce sujet-là, puisque c'est le sujet de l'épisode Ouais. quand même. Quel problème t'as rencontré toi avec Moka? Comment t'en es arrivée à te spécialiser là-dedans? Et bah en fait, ça c'est un peu... c'était un peu brutal, si tu veux, comme découverte du sujet. C'est-à-dire que je me suis un peu pris une porte dans la tronche. C'est vraiment le truc que je te disais, je l'ai pas vu venir parce que quand tu connais pas ce problème, t'as l'image du chien qui reste tranquille à dormir quand tu t'en vas de chez toi, il y a pas de souci, quoi. Tu l'imagines pas trop, en fait. Quand j'ai adopté Moka, il est arrivé à l'appart, il a découvert l'appart. Déjà là, je pouvais pas aller aux toilettes tranquille. Il hurlait dans une autre pièce, il grattait aux portes. Enfin, j'ai découvert ça et je me suis dit, mais ça va peut-être passer avec le temps, quoi, le temps qu'il se sente chez lui et tout. Et oui, il y a une part de ça, mais pour le coup, c'était pas le cas. Il y a aussi le fait que, vu qu'il sortait pas, on a quand même passé beaucoup de temps ensemble, si tu veux, au début. Donc voilà, il y a eu toute cette combinaison de choses qui ont fait que je pouvais pas me doucher sans le chien qui aboie très très fort, même si je pars 2 minutes, quoi. Dès que j'étais pas accessible, en fait. Et c'était que avec moi, c'est-à-dire que c'était vraiment lié à la séparation avec moi. Et direct, tu te dis, qu'est-ce qu'on va faire, quoi. Enfin... Là, c'est l'aspect qui m'a le plus paniqué. J'étais là, c'est pas possible, je vais pas pouvoir rester avec lui toute ma vie. Enfin, il faut que je sorte de cet appart. Tu vois, il pouvait pas sortir et moi, je pouvais pas sortir. Enfin, j'étais princesse réponse avec mon chien à l'appart, quoi. Même si parfois, je t'avoue, je sortais pour ma bonne santé mentale et je le laissais avec mon copain, mais c'était jamais vraiment concluant. Même si t'étais avec ton copain, non, ça allait pas. Ouais, et même plus tard, tu vois, quand ils avaient tissé une relation, il avait vraiment du mal. Il lui hurlait dessus de frustration en mode
fais quelque chose en fait. Enfin, Fais revenir. ouais, c'est ça. Ouais. Et bah, imagine, tu sors de chez toi, ton chien il est en train de hurler sur ton copain, et enfin, les deux sont pas au top de leur forme. C'est ultra stressant. C'est vraiment un truc hyper anxiogène parce que t'es coincé. Donc là, vraiment, les chiens qui ont un problème avec une personne, c'est assez dur à gérer pour le coup. En fait, je me suis trouvée super seule parce qu'il y avait très peu de ressources en français. Rien qui était écrit, ou alors des trucs ultra culpabilisants d'un autre temps, quoi. Donc j'ai été voir d'abord du côté du Québec et après du côté des grosses figures de l'anxiété de séparation dans les pays anglophones. Et j'ai lu des livres, enfin j'ai tout lu, quoi, parce qu'en fait, je me sentais super seule et j'avais besoin d'être réconfortée. J'ai découvert plein de comptes Insta, enfin c'était la découverte. Et au fur et à mesure de travailler ça, j'ai pris du plaisir. En fait, c'est même pas tellement le plaisir de l'avoir travaillé avec Mocha, c'est plutôt, ça m'a donné une énorme empathie pour les gens qui ont le même problème. Et je me suis dit, c'est tellement dur d'avoir des bonnes infos et d'être bien accompagnée que j'ai trop envie d'aider les gens en fait à montrer que c'est possible et de le faire dans une bienveillance totale et qu'ils se sentent moins seuls, quoi. Tu vois, c'est vraiment l'aspect coaching humain qui est hyper important dans cette problématique parce que tu coaches les gens à travailler et à avancer, quoi. Donc ouais, c'était pas facile. C'est ultra isolant comme problématique sur tous les plans parce que t'as pas d'infos, tu trouves personne de vraiment qualifié pour te suivre. Donc moi j'ai trouvé Vox Canis, donc ça c'était super chouette, mais c'est assez rare. Et bah t'es tout seul, quoi. Puis tu te dis, enfin, en plus, tu vois, t'as ta famille, tes amis, ils te donnent des conseils. Tout le monde te donne des conseils que t'as pas demandé. Tout le monde te dit, laisse-le hurler, pars, ça va passer, il va s'habituer. Enfin, tu vois, les trucs classiques. Et c'était vraiment compliqué. Même la nuit, on pouvait pas dormir sans lui, sauf que bah, il y avait mon chat aussi, du coup, ils étaient séparés, donc j'étais un peu coincée. Je devais dormir dans le salon, enfin, c'était tout un... Tu vois, ça a pris du temps à ce que déjà il puisse rester dans une autre pièce. Ça a bien pris 3 mois, quoi. Au début, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi, ma vie, c'était un camping. C'était vraiment beaucoup de changements. Je me suis dit, mais c'est pas possible, je vais jamais y arriver. C'était dur, hein, le début, enfin, c'est pas les petites pâquerettes et on court dans les champs, tu vois, un chien... Enfin, même une adoption en général... il y a forcément une phase où tu te dis qu'est-ce que j'ai fait, tu vois, genre c'est pas possible, je vais pas y arriver, quoi. Mais même que ça soit un chien, je pense, ouais, c'est ça, c'est déjà un truc qu'on se dit de manière générale à partir du moment où un chien arrive, un chiot, mais tout, ouais. C'est énorme, qu'importe qui il est, je pense que dans les premières semaines on passe un peu par tous les états. Mais effectivement, toi, l'image du chien parfait, elle c'est bah, moi, elle a jamais vraiment existé, je pense. Mais là, on était sûr qu'elle était pas là, quoi. Ouais, mais c'était plutôt l'aspect, je peux pas sortir de chez moi, tu vois. Ouais. Ça, tu peux pas imaginer tant que tu l'as pas vécu. Et puis, toutes les répercussions que ça peut avoir sur ta vie. Enfin, tes relations, tu dors dans le salon, c'est ça. Juste ton couple, tu vois, ta vie de couple, tes amis, enfin, même ton taf. Enfin, moi, là, on avait la chance parce que c'était le confinement en octobre encore. Donc, je travaillais à la maison, ouf. Et après, j'ai dû reprendre le taf. Et tu vois, là, on gérait, mais je lui mettais plein de bouffe. Enfin, c'était vraiment la gestion parce qu'il fallait que je parte, quoi. Mais c'était pas du travail de fond. Et j'ai tout essayé. Enfin, tu sais, t'essayes un peu de tout parce que rien n'a marché. Donc, voilà, c'est pour ça que... Moi, je sais que maintenant, il y a des méthodes qui marchent très bien. Et oui, il n'y a pas besoin de perdre du temps à essayer plein d'autres trucs parce qu'en fait, ça demande une telle énergie. C'est clair. Et un temps énorme... il faut tout de suite partir sur les rails de la bonne méthode, quoi, parce que sinon t'essayes des trucs, ça marche 2 semaines, ça marche plus, enfin tu vois, ça vaut pas le coup de perdre du temps sur ce type de problématique. Ouais. Et pour autant, je crois que les problèmes liés à la séparation, c'est quand même une des grosses causes d'abandon et de consultation d'éducateurs aussi. Et c'est vrai qu'à contrario, on trouve pas grand-chose sur le sujet. Et c'est vrai que moi, c'est un problème que j'ai rencontré aussi. C'est comme ça, d'ailleurs, que j'ai fait appel à une éducatrice que vous connaissez la première fois, quand j'ai eu Charlie, parce que, clairement, il restait dedans quand on n'était pas là. Et il avait... son truc, c'était de faire pipi sur le canapé. Et avec tout le stress qu'il y avait autour, etc., il défonçait les rideaux, etc., etc. Enfin, il y avait plein de trucs. Mais c'est vrai que j'en étais arrivée à un moment, quand j'ai appelé Manon la première fois, enfin, clairement... je m'apercevais que ça faisait 1 semaine que je rentrais à midi, je pleurais, je rentrais le soir, je pleurais, que je partais, j'étais pas bien, que les dernières minutes avant d'arriver à la maison, tu te dis
putain, merde, qu'est-ce qu'il va avoir fait, qu'est-ce qu'il va avoir fait, qu'est-ce qu'il va avoir détruit, dans quel état il va être, etc. etc. Et ça, effectivement, alors, c'était pas autant, je pense, que toi, ce que tu as pu vivre, parce qu'à la maison, ça se passait bien. Mais déjà, rien que ça, de pas savoir dans quel état va être ton chien, ta maison, quand tu vas rentrer, c'est extrêmement anxiogène et c'est très, très dur. Ouais, très, très compliqué. dur. C'est hyper dur. Et puis, c'est ce que tu disais, tu trouves peu d'infos. Et oui, je crois que c'est bien la deuxième cause d'abandon. Enfin, je sais plus exactement les stats. En tout cas, c'est dans le top 5. Avec agressivité surhumain, tout ça, bon, c'est un truc bien courant, quoi. Ouais. Et en fait, c'est un problème qui est ultra sous-diagnostiqué, si tu veux, parce que les gens, tant qu'ils n'ont pas de destruction ou de plainte de voisins ou, tu vois, de malpropreté, ils se rendent pas forcément compte que c'était un problème qui était déjà là bien avant, parce qu'il était plus discret. Ou alors, il y a des chiens qui restent, entre guillemets, discrets tout le temps. Tu vois, il y a des chiens, ils vont figer, ils vont faire les sympas, mais si t'as pas l'œil aiguisé, tu vois pas forcément qu'il y a eu un problème. Donc, en fait, le chien passe sa vie à mal vivre les absences. Et c'est pour ça que c'est sous-diagnostiqué, si tu veux. Il y a peu de gens qui regardent sur vidéo ce qui se passe quand ils sont pas là. Et en fait, c'est pour ça qu'on n'en entend pas parler, c'est que c'est peu diagnostiqué. Et là, que toutes les ressources sont globalement anglophones aussi. Donc, ça arrive progressivement et c'est super chouette. Mais maintenant, tu es là. Donc, ça va régler le problème. Mais d'autres personnes aussi le font et c'est très bien. Il n'y aura jamais assez de monde pour sensibiliser sur ce sujet-là. Donc, ouais, non, c'est cool. Mais oui, c'est ultra dur, c'est ultra anxiogène. Puisqu'après, tu vois, t'as peur de sortir. T'as peur de partir de chez toi. Tu te dis, il n'y a pas de solution. En fait, je profite plus, quoi. Tu vois. Donc, ouais, c'est compliqué. Et c'est ce que j'aime, c'est l'aspect gestion du quotidien. De l'humain et accompagner les gens là-dedans. Retrouver sa vie et tout, c'est top, quoi. Ouais. Quelle formation t'as fait pour te former sur ce sujet-là ? Moi, j'ai fait la certification de Julie Naismith. Donc, c'est une certification tout en anglais, quoi. Et c'est une certification spécialisée en anxiété de séparation, c'est-à-dire pendant 4 mois, j'avais des cours toute la semaine, j'avais des cas d'études, il y avait 3 partiels, donc tu vois, sur de l'analyse de vidéos, c'est ultra important, savoir lire le langage corporel, plan de travail, test de connaissances scientifiques, en fait, sur le sujet. Et puis, il y avait 2 examens pratiques avec clients où on devait faire des exercices en live, enfin, tu vois, quoi. Tu vois, les certifications, c'est super parce que ça te donne vraiment beaucoup de pratique sur un sujet et beaucoup de connaissances. Mais c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est des problèmes qui ont besoin d'une gestion de fond. Tu vois, il n'y a pas que les sessions d'entraînement, il y a tout ce qu'il y a autour. Il y a la gestion du stress global, il y a la comorbidité avec d'autres types de problèmes. Par exemple, les chiens qui sont à la fois réactifs et qui font de problèmes liés à la séparation. Et avoir un bagage solide en comportement, c'est ultra important. La certification, si tu veux, c'est génial, mais il faut creuser tout autour et avoir des connaissances globales pour pouvoir accompagner le cas dans sa globalité, quoi. C'est vraiment important. Mais en tout cas, la certification, pour moi, c'est... Si tu veux bosser en anxiété de séparation, tu peux faire sans parce que ça reste de la désensibilisation, mais c'est vraiment top, quoi. Enfin, ça te rend les choses beaucoup plus complètes, beaucoup plus carrées, beaucoup plus rigoureux. Et je pense que si tu peux, tout le monde devrait le faire, quoi. Donc, et j'aime bien les certifications spécialisées dans chaque domaine parce que du coup, je sais pas, je trouve ça cool que tout le monde creuse dans un domaine qu'il adore et qu'après on s'aide tous, quoi. On puisse se renvoyer des cas, bosser ensemble. Moi j'aime bien quand j'ai des chiens qui sont aussi réactifs et qui bossent avec d'autres pros, on communique, on parle des progrès, tu vois, dans les deux, pour les 2 problèmes, et puis c'est chouette, quoi. Non, c'est clair. Est-ce que tu pourrais nous définir un peu ce que ça veut dire ? Alors, on entend souvent parler d'anxiété de séparation, c'est un terme qui maintenant commence à rentrer dans les problématiques comportementales courantes. Mais est-ce que tu peux nous définir ce que c'est et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ouais, alors l'anxiété de séparation, déjà, c'est une étiquette, c'est-à-dire c'est un ensemble de comportements observables qu'on a tous résumés et cantonnés dans le terme anxiété de séparation. Mais en fait, aujourd'hui, on préfère parler de problèmes liés à la séparation, comportements liés à la solitude ou à la séparation. Mais le problème avec anxiété de séparation, c'est que c'est souvent... Ça décrit qu'un aspect du sujet, ça décrit qu'une seule problématique, c'est les chiens qui ont vraiment un problème quand il y a une ou plusieurs personnes qui partent et qui ont du mal à être gardées, tu vois, ça décrit vraiment cet aspect-là. Sauf que tu as aussi des chiens qui font de la détresse d'isolement, donc là, ils peuvent être gardés par n'importe qui, une présence leur suffit,
il n'y a pas de souci. Donc, tu vois, c'est déjà des problématiques différentes. Sur autre chose. Si tu veux, les problèmes liés à la séparation, c'est vraiment encore un peu difficilement définissable parce qu'il y a plein de sous-problèmes qui viennent s'ajouter et qui sont tous différents et qui forment le tout, quoi. Donc c'est aussi pour ça que c'est difficile à diagnostiquer parfois et à vraiment savoir ce qui se passe parce qu'il y a tellement de causes différentes que il faut pouvoir analyser ce qui pose problème. Donc on parle de problèmes liés à la séparation, si tu veux, c'est tous les comportements qui n'apparaissent qu'en l'absence du gardien ou à une intensité et une fréquence plus élevée quand le gardien n'est pas là, quoi. Ça veut dire que voilà, c'est tous ces comportements, tout ce qui se passe qui n'est pas normal pour la normalité de ton chien. Ça, c'est important parce que tous les chiens sont différents et du coup, il y a des chiens qui vont s'exprimer de manière complètement différente que le chien d'à côté. Et il faut savoir réussir à le percevoir, quoi, cette subtilité. Mais en tout cas, voilà, c'est tous les comportements observables qui apparaissent qu'en l'absence du gardien ou... T'as des exemples ? Ouais, un chien qui aboie, un chien qui va détruire, un chien qui est malpropre, qui fait les 100 pas, tu vois, il y en a plein d'autres. En fait, il y a tellement de trucs. Ça peut prendre toutes les formes différentes. C'est justement savoir... est-ce que ça arrive aussi quand t'es là ? Est-ce que ça arrive plus quand t'es pas là ? Est-ce que ça monte en intensité quand t'es pas là ou pas ? Par exemple, tu vois les chiens qui aboient, ils peuvent aussi aboyer quand t'es là parce que c'est sur des bruits. Donc s'ils le font à la même fréquence et à la même intensité quand t'es pas là, c'est pas un problème lié à la séparation. C'est juste le chien qui aboie sur des bruits parce qu'il y a des bruits, quoi. Par contre, si c'est un chien qui aboie plus souvent et qui monte en intensité et en fréquence quand t'es pas là, ça c'est un problème lié à la séparation. Et ça peut être lié au bruit, mais les bruits c'est souvent comorbide avec la solitude parce qu'il y a des chiens, ils sont beaucoup plus sensibles au bruit quand ils sont seuls parce qu'ils sont un peu parce plus... qu'ils les entendent plus. Ouais, ils les entendent plus, ils sont plus peut-être stressés, quoi. Les deux s'ajoutent et ça crée un problème lié à la séparation, mais aussi qui est lié au bruit. Donc tu vois, il faut tout prendre de manière globale et bosser l'origine du problème pour que ça s'atténue. Mais en tout cas, il y a tellement de choses, si tu veux, que on peut pas tout cantonner dans l'étiquette anxiété de séparation. C'est pour ça qu'on préfère parler de problèmes liés à la séparation en général. Et même le terme séparation en soi, il faut s'en méfier parce que ça tend un peu à culpabiliser les gens. Tu vois, c'est pas forcément lié à la séparation, c'est pas lié à l'attachement, c'est pas lié, tu vois, à l'amour que tu portes à ton chien. Il y a ce côté dans séparation qui fait genre c'est à cause de la relation, alors que non. Et voilà. Moi, ouais, je préfère parler de problèmes liés à la solitude parce que c'est pas forcément dû à la séparation, tu vois. Ouais. Donc, on entend qu'il y a différents degrés dans ces problèmes-là. Mais effectivement, tu rappelles que c'est pas forcément lié à l'attachement qu'on porte à son chien ou au lien d'attachement qu'il y a entre l'humain et son chien. Souvent, quand il y a des problèmes d'anxiété de séparation, j'ai souvent vu comme solution, ok, il fait un peu d'hyperattachement, donc c'est à cause de ça, quand vous n'êtes pas là, il se sent un peu plus démuni, etc. Effectivement, ça peut avoir un aspect assez culpabilisant de se dire waouh, je suis sa figure de repère, il est pas là. C'est un peu bizarre à vivre. Et en même temps, je pense que c'est important de rappeler que c'est pas forcément que ça qui peut poser problème. Est-ce que tu peux nous parler un peu des aménagements possibles qu'il y a et des causes possibles, parce que j'imagine que les aménagements sont forcément liés aux causes. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça ? Alors, ça fait beaucoup de choses du coup, mais pour revenir sur l'attachement, c'est culpabilisant aussi parce que, en fait, généralement, on te fait comprendre que c'est de ta faute, quoi. C'est parce que tu l'aimes trop, c'est parce que tu le maternes. Enfin, ça, c'est des idées reçues qui sont ultra dangereuses parce que du coup, ça amène à faire des raccourcis et à dire, ok, faut se détacher de son chien et tout. En fait... il faut un attachement qui est sécurisé. Et un attachement sécurisé, c'est un attachement qui est basé sur de la cohérence, de la prévisibilité. Le chien, il est sécurisé, en fait, dans son attachement et dans son environnement. Et c'est quelque chose qui demande, tu vois, de beaucoup de bienveillance et autant d'affection que tu veux. Il n'y a aucun souci avec ça, en fait. Et prôner le détachement, c'est dire qu'il faut enlever quelque chose. Tu vois, dans le terme hyper-attachement, t'as l'impression qu'il faut enlever quelque chose, alors qu'en fait, il faut rien enlever du tout. Généralement, tu vois, il faut même multiplier les figures d'attachement pour que ça soit plus... il faut que le chien il puisse utiliser sa figure d'attachement comme
une base pour explorer. Un QG de sécurité. C'est ça, le phare dans la tempête, tu vois. Ouais. Mais il faut que ça soit bien sécurisé pour que le chien, après, il soit à l'aise pour explorer son environnement, former d'autres liens d'attachement. Et justement, prôner le détachement, ça empire le problème parce que le chien, il est pas sécurisé, il comprend pas, tu vois, c'est pas cohérent. Oui, il apprend que la base de sécurité peut aussi des fois complètement te larguer, quoi. C'est ça. Et du coup, c'est pas cool. Le chien, en fait... et puis souvent, si tu veux, on a ce spectre où c'est forcément lié à l'humain, alors que pas du tout. Des fois, c'est juste lié... Le chien, il a besoin de prendre confiance en lui, tu vois, il a besoin de pouvoir prendre des initiatives, d'être autonome. Et autonome, je parle même pas d'indépendance, je parle d'autonomie, c'est-à-dire prendre des décisions, comprendre qu'il a le choix, tu vois, avoir du contrôle sur la situation. Et ça, ça se fait à travers une relation de qualité avec son gardien, quoi. Et c'est ultra important. Donc, en fait, tout ce qui va être moins d'affection, moins de ceci, c'est pas du tout adéquat. Il y a beaucoup d'études qui ont montré que les chiens, par exemple, pour le comportement, le chien suit partout, tu vois. C'est un des comportements où on se dit, bah, il te suit partout, il fait de l'hyperattachement. Non, en fait, déjà, l'hyperattachement, c'est une énorme étiquette, donc il faut un peu l'oublier, quoi. Et il y a des études qui ont montré que même des chiens qui n'avaient pas de problème lié à la séparation suivaient partout, et des chiens qui ont des problèmes liés à la séparation ne suivent absolument pas partout. C'est juste, si tu veux, il ne faut pas confondre corrélation et causalité. Si deux choses apparaissent en même temps, ça veut pas dire que l'une est due à l'autre. Et on confond un peu tout parce que justement, tu demandais les causes, on sait pas trop. On sait pas vraiment encore les causes précises de l'apparition de ces troubles. Par contre, il y a certaines choses qui peuvent y contribuer. Par exemple, les déménagements, les changements de routine, et ça on le voit beaucoup avec les confinements, la reprise au travail, des événements traumatisants, des mauvaises expériences. Et après, pour les origines, on prend un peu les origines de l'apparition de la peur chez le chien. Donc tu vois, tu vas avoir tout ce qui va être génétique déjà. Donc là, il y a un facteur génétique. Il y a une étude qui a montré un facteur génétique au problème lié à la séparation et à ces comportements-là. Donc intéressant, et tu vois, à creuser, c'est que le début, quoi, on en sait encore très peu. Et il y a aussi tout ce qui va être le stress de la mère pendant la grossesse, en fait, les comportements de la mère envers la portée, les comportements des chiots entre eux, il va y avoir les mauvaises expériences, il va y avoir les expositions à l'élevage, et justement les séparations avec la mère. Tu sais, il y a des élevages, les élevages un peu industriels, tu vois, surintensifs. La mère, elle n'est pas tout le temps là, tu vois, ils sont séparés très tôt, tout ça. Les expériences de début de vie, mais même de très début de vie, tu vois. Tout ce qui relève de la sociabilisation. Mais même avant, tu vois, même dans la portée, il y a des chiots, je sais pas, ils ont peut-être moins accès. Quand il y a des grosses portées, il y a des chiots qui sont un peu plus en retrait, tu vois, il y a plein de choses. En fait, on n'arrive pas à mettre le doigt dessus parce que il peut y avoir plein de choses, en fait. Qui joue sur la qualité du lien d'attachement, en fait, au final, et qui va avoir des répercussions c'est l'apparition d'une peur, si tu veux. Les problèmes liés à la solitude, c'est vraiment... Pour la plupart des chiens, c'est une phobie. C'est comme, tu vois, avoir peur des crocodiles ou je sais pas quoi. C'est un truc, tu vas pas te dire merde, j'ai peur des parapluies parce que j'aime trop mon copain, quoi. Tu vois, ça a pas de sens. C'est vraiment une phobie. Donc en fait, il faut vraiment essayer de réfléchir plus globalement et éviter de tomber dans des raccourcis parce que justement, l'esprit humain, il a tendance à, quand il y a un vide, quand on sait pas, on veut remplir ce vide avec des trucs qui sont pas du tout adéquats, en fait, ou vérifiés. Et ça, c'est dangereux. Et c'est comme ça que se créent tous les mythes et tout. Et ce qui est difficile aussi, c'est que t'as bien vu qu'il y a plein de types différents de problèmes, donc plein de causes encore plus nombreuses pour chaque problème. Et c'est difficile de dire, il faut faire ça, ou il faut faire ci, ou c'est à cause de ça, ceci. C'est pas vrai. Mais en tout cas, il y a eu des études sur l'hyperattachement qui montrent que c'est pas lié. Donc voilà, il faut prendre des pincettes et rester ouvert, continuer à lire les études scientifiques, continuer à apprendre et puis éviter les conclusions hâtives. C'est clair. Mais en tout cas, quand tu prends toutes les causes d'apparition de la peur, à part les mauvaises expériences et la socia, il y a très peu de choses sur lesquelles les gardiens ils peuvent vraiment avoir une influence, quoi. Donc oui, tu peux apprendre à ton chiot à rester seul d'une manière parfaite. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas avoir d'anxiété de séparation. De problème lié à la séparation.
c'est pas garanti. Ça arrive comme ça. Il y a des chiens, ils en ont jamais eu. Et il y a un changement dans leur vie et ça se déclenche, quoi. C'est ce que j'allais te demander, ça peut se déclencher un peu n'importe quand. Ouais, ça peut se déclencher n'importe quand. Ok. Cool. Des gens, ils culpabilisent à mort quand ils ont un chiot qui a une sensibilité à la solitude. En mode, j'ai pris un chiot pour avoir une page blanche, quoi. Mais en fait, il y a tellement de choses qui sont déjà jouées avant. Le chiot, il peut arriver prédisposé à avoir certaines peurs et puis à avoir des problèmes liés à la séparation, quoi. Donc, je pense qu'il faut toujours garder cette idée en tête. Cette possibilité-là. Ouais. C'est toujours possible. Et en plus, tu vois, on parlait de changement de vie. L'adoption, c'est un énorme changement de vie. Donc, qui peut justement déclencher plein de comportements qui n'existaient pas avant. Ouais. Et donc, il y a plein de choses à mettre en place au moment de l'adoption pour limiter le risque, quoi. Mais tu peux pas toujours le prévenir. Tu peux ni savoir, et même si tu fais tout bien, ça peut arriver quand même. Donc, il n'y a pas à culpabiliser, quoi. Ok. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples d'aménagements possibles, de pistes de travail que tu peux mettre en place En fait, il y a déjà un énorme axe qui va être la gestion du quotidien, parce que c'est ce que je te disais sur les expériences négatives. Si tu veux travailler sur une phobie, alors, il y a des causes émotionnelles qui sont différentes. C'est toujours au cas par cas de toute façon. Il y a des chiens qui paniquent, il y a des chiens qui frustrent, il y a des chiens qui frustrent qu'au départ et qui après ils vont dormir. Il y a plein de choses différentes en fait. Il y a des mélanges. Mais voilà, pour moi, donc oui, la panique c'est dur quoi comme émotion. Par contre, la frustration, pour moi, c'est aussi à prendre en compte. C'est une émotion qui est ultra aversive. On a tendance à être beaucoup plus, à se dire ça va, c'est de la frustration quoi. Mais en fait, c'est ultra aversif pour un chien quand même. Et même si c'est pas le même degré que de la panique, phobie, les chiens qui frustrent, ils sont aussi accompagnés parce que... Ils sont pas dans un état de bien-être dans tous les cas. Non. Et de toute façon, ça se traite de manière assez similaire en fait. À partir du moment où il y a une détresse émotionnelle, que ça soit panique ou frustration ou autre, il faut arrêter d'exposer le chien à des absences qui sont trop longues pour lui à gérer. Et parfois, c'est... quelques secondes, quoi. Donc, en fait, cette gestion du quotidien, c'est ce qu'on appelle management. C'est super important parce que si tu veux reconstruire une bonne réponse émotionnelle derrière, il faut que tu limites les expériences négatives. Il faut complètement arrêter de laisser le chien en panique et reconstruire quelque chose derrière... synonyme de relaxation ou tu vois qui soit neutre. Un chien il va jamais être content que tu partes hein. Ça c'est sûr, il va jamais se dire cool elle est partie quoi. Enfin je suis seule. Ouais. Par contre on peut travailler sur une attente calme, détente, relax. Donc voilà, donc il y a l'aspect gestion du quotidien qui va être essayer de trouver au maximum des solutions de garde et je sais que dit comme ça semble impossible, enfin c'est toujours la limite qu'on trouve à ce type de protocole qui est c'est pas applicable à la vie réelle et dans certains cas, ça peut être très compliqué, on est d'accord. Par contre, moi, j'ai vu tellement de gens avec budget ou sans budget qui trouvaient des solutions ultra créatives pour pas garder leur chien que je pense qu'il y a toujours un truc à trouver, quoi. Après, il y a des chiens avec lesquels c'est plus compliqué. Les chiens qui font de l'anxiété de séparation, ils ont déjà besoin, si tu veux, avant, il y a un travail à faire là-dessus, juste pour qu'ils puissent se faire garder. Oui. Parce que pour eux, c'est déjà difficile. Donc forcément, on peut pas faire toujours au mieux parce que on n'a pas toujours... la solution, mais en tout cas, il faut essayer de faire au moins pire et il faut essayer de multiplier les figures d'attachement pour que d'autres gens puissent prendre le relais. S'introduire dans le quotidien du chien, être des figures de confiance et tout. Ce qui est compliqué, c'est les chiens comme ça qui sont aussi réactifs humains, parce que du coup, ça te rajoute plein de critères. C'était le cas pour toi avec mon père. C'était le cas et c'est difficile parce que ça demande beaucoup de travail en amont juste pour pouvoir faire garder ton chien. Donc voilà. Mais la majorité des chiens qui font de la détresse d'isolement, ils sont gardables facilement, tu vois, par des gens. Et que ce soit des pet-sitters, des voisins, des amis de la famille. Il y a beaucoup de chiens qui s'en foutent de rester seuls en voiture, alors qu'ils détestent rester à la maison. Et ça, c'est une solution de gestion quand la météo le permet, on est d'accord. Je préviens tout de suite, il ne faut pas laisser son chien quand il fait hyper froid ou hyper chaud. Et hyper chaud encore, tu vois, à partir de même 15 degrés, c'est hyper chaud. Déjà 15-20 degrés, ça commence à... ça monte vite dans une voiture, en tout cas. Sauf si t'es à l'ombre avec... Enfin bref, mais en tout cas, faut faire gaffe. Mais c'est une solution, tu vois, les gens qui font leurs courses, ils sont bien contents. Ou alors, ils font un drive.
Tu vois, il y a des trucs, en fait, il y a des oui. solutions ultra créatives et tu peux t'en sortir. Et à côté de ça, du coup, tu fais ton travail de fond qui s'appelle la désensibilisation systématique. C'est une exposition progressive aux durées d'absence et au départ en recréant un nouveau contexte parce que les chiens qui font des problèmes à la séparation, ils sont déjà en stress avant même que tu sois sorti chez toi parce que t'as plein d'attitudes, t'as plein de rituels qui font que ils savent que ça annonce ton départ. C'est ce qu'on appelle les signaux de départ. Et tous ces signaux, il faut pas les intégrer tout de suite dans les protocoles parce que le chien est encore trop sensibilisé. C'est déjà trop dur pour lui parce que il sait que, par exemple, tu prends tes clés, ça prédit une absence qui fait peur. Qui va faire monter émotionnellement déjà alors le chien. Si tu reconstruis un temps d'absence associé à la relaxation, et après, quand tu prends tes clés, elles sont plus associées. Tu vois, t'as cassé l'association. Ouais. En tout cas, les pistes sont brouillées. Je dis pas qu'il faut pas travailler, tu vois, mais c'est déjà plus facile. Alors que si tu commences d'abord avec ça, c'est un peu compliqué. Donc ça, c'est tous les protocoles d'exposition progressive, si tu veux, où d'abord, on commence avec juste l'approche de la porte. C'est déjà vachement compliqué pour certains chiens, l'approche de la porte, juste sortir et tout. Ça prend pas mal de temps pour certains, d'autres comprennent plus vite, mais en tout cas, c'est vraiment les fondations du château très importantes à faire pour derrière pouvoir allonger les durées. À côté de ça, il faut vraiment aller chez le vétérinaire pour écarter toute cause d'origine médicale, ça c'est ultra important. Qu'importe le comportement d'ailleurs, la problématique que vous rencontrez. C'est la première chose à faire et surtout, en France, je sais qu'on a pas mal de préjugés sur la médication pour les problèmes de comportement. Dans les pays anglophones, si tu veux, c'est beaucoup plus courant de médicamenter les chiens parce qu'en fait ça fait une béquille pour le travail qui est super. Ça augmente leur capacité d'apprentissage, ça crée, tu vois, un petit espace où tu peux introduire tous tes nouveaux apprentissages. T'as plus de marge de manœuvre et du coup c'est bête de s'en passer. On peut faire ça pour certains chiens, pas tous, mais par exemple des chiens où déjà ta gestion du quotidien elle est difficile, c'est difficile d'aller travailler on parle même pas, tu vois, de confort humain, on parle de bien-être du chien, là, tu vois, de qualité de vie. Si tu peux pas limiter le stress, enfin, en tout cas, les montées anxieuses comme ça d'un chien, parce que tu peux pas toujours, on est d'accord, il y a des chiens, c'est ultra compliqué. La médication, ce serait bête de s'en passer. Parce que ça permet quand même d'apaiser le chien et du coup refaire des apprentissages derrière et c'est super, quoi. Donc voilà, il y a l'aspect gestion du quotidien, l'aspect travail de fond et l'aspect veto. Voilà. C'est les piliers, on va dire. Il y en a d'autres, hein, mais c'est par là qu'on commence pour déjà débroussailler et faire le travail. On est très loin des trucs qu'on entend souvent qui est de mettre un Kong avec du Kiri dedans quand on part et et ça va régler pas mal de problèmes. Souvent c'est un peu la solution facile qu'on entend, enfin en tout cas moi sur les 3 dernières années c'est souvent le truc de base dont on nous parle et c'est vrai qu'en t'écoutant là on comprend la mesure du problème. Là je perçois plus j'ai un peu creusé le sujet donc voilà, mais je perçois plus tous les contours que ça peut avoir et que c'est beaucoup plus vaste que ça et que ça se règle pas juste avec un Kong et le conjoint qui donne à manger plutôt que soit j'aimerais bien que ça se règle comme ça, hein. Il y aurait moins de problèmes, ce serait formidable. Moi j'aurais pas à travailler, mais en tout cas non, ça marche pas parce que c'est une diversion plus qu'autre chose, si tu veux. Déjà, tu pousses trop les durées. Et un chien qui mange un Kong, ça veut pas dire qu'il est détendu. Forcément, il y a des chiens qui mangent même quand ils sont stressés, quoi. Et du coup, ça t'empêche déjà de bien lire le langage corporel du chien. Et donc, tu pousses beaucoup plus que si tu le voyais sans rien, quoi. Donc, en fait, on travaille sans nourriture pour que le chien il soit dans l'observation, qu'il comprenne, qu'il intègre et qu'après, il soit dans un état de relaxation, quoi. La bouffe, ça peut marcher pour certains chiens qui, du coup, font ce qu'on appelle du FOMO, donc Fear of Missing Out. C'est le côté j'ai pas envie de louper quelque chose, quoi. Je veux voir ce qui se passe. Du coup, quand tu pars, c'est énervant. Donc, je t'appelle un peu, puis après, je vais dormir pendant 4 heures, quoi. Ça, tu mets un Kong, ça peut très bien marcher, ça fait diversion. Le chien, il voit pas le départ, mais ça marche pas pour les vrais cas où le chien il est en détresse émotionnelle. Et surtout, même ce FOMO-là, il peut tourner en panique. Donc, dans tous les cas, je pense que... Faut toujours être vigilant. Ouais, faut être vigilant et toujours essayer de faire quand même un travail de fond, quoi. Parce que, voilà. Après, la bouffe, ça peut être bien dans des situations où t'as pas de... Tu vois, tu dois aller sortir tes poubelles, t'as pas de solution.
tu donnes un Kong et puis voilà quoi. Mais il y a beaucoup de chiens qui vont même pas le toucher de toute façon, le Kong. Ouais, parce que trop stressé et le Kong va rester en Ouais. l'état. Moi, c'était un peu ce qui se passait avec Charlie. Quand je laissais un Kong, il le mangeait quand je rentrais. Donc, Ouais, voilà. Non, mais oui, il y a des chiens qui... Ouais. C'est normal, tout un système digestif sont fermés parce qu'ils sont en un état de stress, quoi. Ouais. Donc, c'est pas possible pour eux de manger. Et puis, voilà. Mais moi, j'aimerais qu'un Kong suffise, mais c'est pas le cas, malheureusement. Et après, l'exposition progressive, je trouve que ça a aussi ses avantages parce que tu transmets des compétences aux gardiens ultra importantes au niveau lecture du langage corporel, tu vois. Ouais. Ils apprennent vachement plus à observer leur chien parce que c'est vraiment un travail où tu passes ta vie à regarder ton chien sur une caméra, quoi. Au bout d'un moment, tu vois, t'arrives à comprendre, ok, quand ça va pas, sa queue elle fait ça, ses oreilles ci, ses oreilles ça, et après ils observent dans la vie quotidienne, et si tu veux, ça se transfère à d'autres types de problèmes. Donc je trouve ça chouette en fait. Ça fait une mini formation langage corporel. Mais voilà, non, la nourriture, ça marche pas, comme plein d'autres choses d'ailleurs, mais c'est vraiment la méthode qui, d'après toutes les études scientifiques, est la plus efficace pour traiter ce type de problème, avec un travail global derrière, c'est-à-dire un travail sur la gestion du quotidien, c'est aussi les autres problématiques. Par exemple, un chien qui passe sa vie à déclencher en balade, tes sessions de travail de solitude, ça va être compliqué pour lui à faire. Donc il faut trouver aussi comment apaiser le chien de manière globale, rabaisser ses niveaux de stress, faire en sorte que, tu vois, il soit plus dans la prise d'initiative, qu'il prenne confiance en lui. Et, moi, j'aime bien utiliser les activités de flair pour ça, parce que je trouve c'est top. Enfin, le nosework, le mind trailing, c'est vraiment super. Ça leur permet vraiment de faire le truc qui les concerne eux. Et tu vois, l'humain, il est spectateur. Et le chien, il s'éclate, quoi. Et c'est vraiment super le travail de flair pour, en complémentarité du travail sur la solitude, parce que tu as besoin de donner au chien des compétences de vie aussi pour que justement il prenne confiance en lui et que, tu vois, il soit plus apaisé, quoi. Et que ça puisse avoir vraiment des effets sur le long terme, le travail de désensibilisation. Il y a un point sur lequel je me renseigne pas mal en ce moment et que j'ai lu plusieurs fois et à plusieurs reprises et qui est un peu lié à ces problèmes de solitude. Je pense que c'est important de rappeler qu'aujourd'hui... comment dire ça ? Je pense que de plus en plus, les gens commencent à prendre conscience que laisser un chien 8 heures par jour à la maison qui nous attend, qui attend qu'on rentre du travail, c'est pas une situation normale. Et je pense que ça, il y a encore quelques années, c'était pas... c'était la normalité, en fait. Enfin, voilà, on avait un chien, on travaillait, et c'était possible à tout le monde d'avoir un chien parce qu'il était capable, il était censé être capable de nous attendre pendant 8 heures. Je pense pas que ce soit les chiens eux-mêmes qui ont changé et qui sont plus capables. Je pense que justement, tous les travaux qu'il y a sur l'anxiété de séparation font aussi comprendre que c'est un problème qui existe, qui est palpable, qui a toujours existé et qui là, dans nos sociétés actuelles, maintenant, se ressent plus parce que voilà, on a plus de voisins, on a plus, on a plus de signaux d'alerte. Ouais. Mais je pense que c'est important quand même de rappeler que effectivement, c'est pas... en tout cas, que ça doit pas être normal de laisser son chien 8 heures par jour. Bah après, c'est controversé parce que du coup, les gens te diront, dans ce cas, personne ne peut avoir de chien. Ouais. Alors qu'on veut pas dire, vous ne pouvez pas travailler des journées entières. C'est juste qu'il y a des solutions pour venir couper la journée du chien. Et puis, tu vois, des gens qui passent, promener ton chien, le sortent 1 heure et tout. Ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'on va dire que le chien, en soi, il n'est pas fait pour rester toute la journée seul. Enfin, c'est une espèce qui est ultra sociale. Tu vois, elle a besoin de contact, quoi. Et en plus, on prend un chien pour avoir généralement un compagnon et on s'attend que quand on part au boulot, ils nous attendent tout seuls. Ouais. Tu vois, c'est un peu paradoxal. Du coup, oui. Et je pense que c'est aussi lié au fait que la vision du chien, si tu veux, elle a vachement évolué ces dernières années. Il y a une prise de conscience des besoins du chien, tu vois, même en tant que race et tout, plein de différents aspects. En fait, respecter les besoins du chien, je trouve que c'est devenu un peu plus... courant, même si ça devrait l'être encore plus, je suppose. Et du coup, oui, on se dit, bon... Après, il y a des chiens qui supportent très bien rester 8 heures, tu vois, s'ils font des aides en balade avant et tout. Mais c'est vrai qu'en théorie, rester 8 heures, c'est pas... tous les jours, c'est pas... Voilà.
Tu peux, mais il faut prévoir quand même, je pense, les solutions pour, à côté de ça, respecter les besoins du chien et puis pouvoir faire en sorte que sa journée elle soit coupée et qu'il fasse des choses cool, même si c'est pas avec toi, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça, je pense que c'est important, je pense aussi de dire que c'est pas forcément... Enfin voilà, si le projet c'est de faire 30 minutes de balade le matin, que le chien attende pendant 8 heures et puis on fera 1 heure de balade le soir, et que ça va suffire et que ça sera bon, je pense que c'est important de réfléchir au projet, quoi, de se dire, ok, est-ce que c'est vraiment... Enfin moi, ça va me faire plaisir, ok, parce que quand je vais rentrer, j'ai mon chien chez moi qui m'attend, mais concrètement, pour lui, sa vie, ça va être ça. Est-ce que c'est vraiment... est-ce que c'est vraiment ok? Et je pense que c'est important, c'était important pour moi de le placer parce que c'est pas forcément un sujet facile. C'est aussi, d'une certaine manière, clairement une manière de re-questionner les adoptions et le fait que est-ce que vraiment tu es en capacité d'avoir un chien. Et c'est pas forcément toujours facile à entendre, je l'admets bien. Mais je pense que c'est un point important quand même c'est important, à réfléchir. Surtout qu'il y a beaucoup de comportements qui sont... tu vois, on t'appelle pour de l'anxiété de séparation. Tu te rends compte que le rythme de vie du chien, c'est ce que tu disais, tu vois, ses besoins sont pas respectés. Dans ce cas, il n'y a aucun problème, il y a la séparation, c'est juste normal que le chien, en fait, ça n'aille pas, quoi. Ouais. À partir du moment où les besoins d'un chien sont pas respectés, tu peux pas lui demander de rester seul. Enfin, moi, par exemple, je fais 8 heures de voiture, le soir, j'ai pas envie d'aller au cinéma. Tu vois, c'est pareil, quoi. Le respect des besoins, ça c'est sûr, ça joue dans les problèmes liés à la solitude. Par contre, si ça règle le problème, c'était pas un problème, en fait. C'était juste qu'il fallait revoir le quotidien du chien, quoi. Mais par contre, dans le sens inverse, crever un chien en balade pour régler un problème de détresse émotionnelle, c'est pas une solution non plus, quoi. C'est clair, effectivement. Voilà, faut trouver un juste milieu, il faut savoir différencier. Cette question d'équilibre qui revient c'est tout le temps. C'est cool. Du coup, aujourd'hui, là, tu es chez moi. Mocha est chez toi. Ouais. Il est tout seul. Oui, mais je crois que sur ma caméra, ça va. Vas-y, check. Ouais, je check. Mais ouais, non, ça va maintenant. Il peut rester bien 4-5 heures large. Trop cool. Donc, tu vois, et puis on se les quatre fers en l'air. C'est formidable. Donc, il y a des solutions. Oui, il y a des solutions. Après, voilà, tous les chiens sont différents, si tu veux. On peut tous avoir un objectif, mais ça ne veut pas dire que le chien il sera capable d'arriver à cet objectif. Par contre, si tu peux déjà avoir une marge de manœuvre, laisser ton chien 2 heures et puis avoir quelqu'un 2 heures après, enfin, tu vois, des fois, il faut faire des compromis. Il n'y a pas tous les chiens qui aiment rester des heures tout seuls. Moi, par exemple, je sais que 4-5 heures, ça me suffit parce que je peux déjà faire plein de trucs et après, je me débrouille, quoi. Voilà. Vouloir laisser son chien qui a un problème lié à la séparation 8 heures, je dis pas que c'est impossible, mais il faut juste écouter son chien. Parfois, c'est trop, en fait. Il faut s'adapter à chaque chien, quoi. Je crois que c'est en te suivant sur Instagram, quand je voyais les stories que tu partageais de ton travail avec les chiens que tu suis et les gens que tu suis, que je me suis aperçue des micro-temps que ça pouvait concerner. Et je pense que c'est imperceptible pour les gens, ça. Mais quand tu dis, il vient de valider 1 minute 30... Ah bah 1 minute 30, c'est énorme déjà. Moi, j'avais pas conscience de ça. Ouais, mais c'est parce qu'en fait... alors déjà, c'est normal, hein, moi non plus. Mais après, si tu veux, c'est même pas la durée en soi qui te fait halluciner. C'est qu'en fait, tu vois, tu pars de chez toi et ton chien, il est tranquille et il est relax pendant 1 minute 30 ou même genre 10 secondes. Bah, tu vois déjà la lumière au fond du tunnel, quoi. Tu vois, tu te dis, bon, tu vois une progression qui arrive, quoi. Ouais, déjà, un chien qui gère un départ, c'est déjà super. Enfin, c'est une énorme partie du travail. Et après, les durées derrière, bah oui, c'est sûr que ça avance doucement, mais sûrement. Il faut pas du tout aller trop vite parce que, tu vois, tu veux vraiment reconstruire et recréer un émotionnel qui est neutre et détendu. Ça prend énormément de temps, surtout si le chien, il a accumulé les mauvaises expériences dans l'environnement. Il faut complètement rechanger les associations, il faut rechanger le contexte, les antécédents du départ. Enfin, il faut recréer un nouveau cadre d'absence rassurant et ça prend énormément de temps. C'est pour ça que quand tu arrives à 10 secondes, ça veut déjà dire que tout ton départ, il est géré et c'est déjà génial, quoi. Parce que, donc après, c'est une question de temps et d'adaptation pour que ça continue de progresser. Mais bah après, ça progressera jamais en ligne droite. Hein. C'est les régressions, mais c'est un normal. Premier palier déjà qui est là, quoi. Mais en fait, c'est un travail où tu apprends à être
content des micro-progrès, quoi. Et je trouve que c'est super parce que ça sert pour tous les problèmes, même en réactivité ou tu vois, d'autres problèmes un peu lourds, quoi. Savoir voir les petites choses positives, parce qu'en fait, c'est pas tellement la durée, c'est tu vois ton chien qui, pour la première fois, va reposer la tête pour continuer à dormir alors que t'es parti, enfin, t'es trop content, quoi. C'est même pas tellement la durée, c'est voir l'évolution des comportements du chien qui progressivement se détend et se désintéresse complètement de ton départ. C'est énorme, quoi. Enfin, quand tu vois ton chien qui progressivement repionce alors que t'es parti, c'est un peu champagne. C'est clair, c'est clair. Je voulais revenir un peu sur ta manière de travailler. Toi, tu travailles beaucoup en suivi à distance. Ouais. C'est un truc qui m'intéresse beaucoup et je pense que je vous aurais déjà annoncé que je compte travailler comme ça aussi quand cet épisode sortira. Je voulais revenir un peu là-dessus parce que je trouve que c'est important de faire comprendre aux gens que c'est possible en fait de rééduquer un chien même en suivi à distance. Est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce qui t'a toi fait comprendre que c'était possible et comment tu le vis, comment tu le vois? Bah alors déjà, moi, Moka, j'ai fait que l'éducatrice qui m'a suivie, elle m'a suivie qu'à distance. Et ça a très très bien marché parce qu'en fait, pour beaucoup de chiens, rajouter quelqu'un en présentiel, ça rajoute des critères, tu vois, ça change la situation. Aller sur un terrain, ça change complètement l'environnement. Du coup, tu vois pas le comportement comme il est au naturel, entre guillemets, tu vois. Les chiens, ils changent d'attitude, ils changent de comportement. Il y a d'autres facteurs qui viennent rentrer en jeu. Et quand tu fais vraiment une analyse comportementale, tu fais attention à tous ces micro-détails, tu collectes tes données et tout. Et en fait, en solitude, clairement, il n'y a pas besoin d'être avec le chien pour travailler parce que le but, c'est de le laisser seul, en fait. Si tu veux, si j'arrive chez quelqu'un pour faire l'exercice d'évaluation, il faut que je sorte, que j'aille dans ma voiture, qu'on s'appelle en visio, tu vois, que je vois ce qui se passe. Et le truc, c'est que ça rajoute un critère, ça rajoute mon départ qui vient de se produire. Donc, t'es pas sur une situation neutre et t'as pas tous les paramètres comme tu devrais les voir au naturel, quoi. Donc, en fait, c'est un peu ça sert à rien d'aller chez les gens. Oui, ça peut servir de voir le chien, mais dans d'autres contextes, tu vois, de voir comment il est en balade, est-ce qu'il est de nature anxieuse, est-ce qu'il prend des initiatives, qu'est-ce qui se passe, quelle est sa personnalité, quel est son langage corporel, ça peut toujours servir. Mais j'ai pas besoin de ça. Les gens, ils m'envoient des tonnes de vidéos. Je pense que je vois mieux le chien que si j'étais avec lui parce que je peux mettre pause, je peux regarder autant de fois que je veux, je peux recomparer et me dire ah ouais, attends, elle m'avait envoyé une vidéo il y a 2 semaines quand il se balade et là, il fait exactement la même chose avec sa queue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, c'est un peu Sherlock Holmes, quoi. Ouais. Oui, puis c'est vrai que même, moi, j'ai vécu que sur des stages, mais j'ai vécu beaucoup de fois la situation déjà où, en fait, ah bah voilà, on est là, donc il se passe rien. Bah ouais. Parce qu'en fait, oui, la présence de l'éducateur fait que c'est pas une situation normale. Donc, c'est ça. Et en fait, il y a plein d'études qui montraient que le travail à distance, même sur des problématiques d'agressivité, de réactivité, c'est possible et ça marche très bien, quoi. Ouais. Et sur la solitude, c'est clairement, ça sert à rien d'être là, en fait. Et justement, il n'y a pas besoin d'agir directement sur le chien, déjà. Quand on est dans la bienveillance, il n'y a pas besoin d'agir directement sur le chien pour avoir des résultats en rééducation comportementale. Et là, la solitude, c'est la même chose. J'ai juste besoin d'observer le chien, d'apprendre à le comprendre et de l'exposer progressivement à des choses qui restent en dessous de son seuil de tolérance. Et voilà, donc en fait, moi, je travaille beaucoup avec les caméras de surveillance parce que en fait, tu peux rentrer dedans. Donc comme ça, je peux voir ce qui se passe sur mon téléphone. Et on fait les sessions, et après, moi, j'écris tout dans mon tableau de collecte de données. On fait le bilan en visio. Enfin, tu vois, ça marche très bien, en fait. C'est très pratique, c'est très rapide. J'ai des clients à Lyon, je les ai jamais vus. Oui, puis au final, vous voyez plus... il me semble que le suivi est plus rapproché, en plus en visio, que ce que tu peux faire c'est ça. En physique. Bah là, moi, je travaille sur des forfaits où j'ai 2 sessions par semaine de 30 minutes où on fait des exos en live. Donc, tu vois, je les vois souvent. Ce que tu peux pas faire quand l'éducateur se déplace. Et puis, tu vois, ça te, en tant que client, ça te fait gagner du temps. T'as pas à te déplacer, t'as pas de frais d'essence. Enfin... Et ça sert à rien en plus, donc voilà, on fait 2 sessions semaine. À côté de ça, on parle par message tous les jours. Enfin, tu vois, quand ils font pas les sessions avec moi, ils m'envoient les vidéos, ils me disent regarde là, j'ai un doute et tout. Moi, je regarde leur tableau, ils écrivent tout, et puis après, tous les jours, je leur refais leur plan de travail. C'est vraiment un truc, c'est un suivi. C'est pour ça que j'appelle ça forfait intensif. C'est parce que c'est le but. Le premier mois, c'est vraiment de leur donner les clés pour les mettre sur les rails et qu'après, ils soient capables en fait de créer eux-mêmes leur plan de travail, de lire leur chien.
C'est plutôt, voilà, transmettre tes connaissances et ton expérience aux gens pour qu'ils puissent continuer le travail seuls, parce que c'est un travail qui est super long. T'as pas toujours les ressources financières pour faire un forfait tous les mois, ce que je comprends amplement. Mais après, voilà, tu donnes aux gens la capacité de travailler seuls avec la bonne méthode. Et c'est... Moi, je trouve ça super beau à voir, limite, quand les gens, à la fin, ils savent faire leur plan de travail et que, tu vois, ils savent lire leur chien. Je me dis que j'ai servi à quelque chose, quoi. Donc, on n'est pas dans le rapport, si tu veux, prof-élève du tout. Oui, ouais. On est dans l'échange. Ils ont des suggestions, bah, ils me le disent. C'est eux qui vivent avec leur chien, c'est eux qui... Ceux qui le connaissent, c'est ça, en fait. Et c'est hyper important d'écouter et de travailler en équipe, quoi. Donc, c'est pour ça que je te parlais de coaching. C'est vraiment... des fois, j'ai l'impression d'être un peu coach sportif ou, tu vois, coach minceur, parce que c'est un travail qui est tellement long qu'il faut que les gens, tu vois, ils gèrent les régressions, ils gèrent les plateaux. Voilà, c'est vraiment... On finit par être un peu... on se connaît bien au bout d'un moment, parce qu'on travaille tout le temps ensemble. Donc, c'est chouette. Moi, j'aime bien ce rapport-là. Moi, ce que j'aime beaucoup dans le suivi à distance, et là, tu viens de commencer à mettre le doigt dessus, c'est important aussi de rappeler qu'on ne fait pas appel à un éducateur pour qu'il rééduque notre chien. On fait appel à un éducateur pour que l'éducateur nous transmette des clés pour qu'on puisse éduquer notre chien. Et ça, c'est ça qui fait toute la différence et qui est très très visible dans le suivi à distance, c'est que voilà, en fait, ça revient à la fonction même de l'éducateur canin, qui est de te donner des connaissances, qui est peut-être de te montrer des exercices, mais qui est surtout d'apprendre à lire ton chien et à devenir l'éducateur de ton chien. C'est ça. Et ça, c'est un truc que je trouve que cette définition-là de l'éducateur canin n'est pas encore très répandue, et que encore beaucoup de gens pensent que l'éducateur va venir rééduquer le chien et que c'est lui qui va faire des exercices et que nous, on va être en mode je regarde pendant 1 heure ce qu'il fait, ça marche bien, ça marche pas. Non, c'est un vrai investissement, c'est vous qui vivez avec votre chien. C'est aussi pour ça que c'est durable sur le long terme. C'est parce qu'une fois que les gardiens ils ont les clés, la prochaine fois qu'ils rencontrent un problème, si tu veux, ils savent comment le traiter. Ils n'ont pas besoin de te rappeler à chaque fois, quoi. Mon but, c'est qu'ils aient plus besoin de moi, en fait. Et je pense que ça devrait être le but de tout professionnel. C'est vraiment rendre les gens autonomes, surtout confiants, parce que c'est un travail qui est long, qui est difficile. Et puis avoir confiance dans le procédé, tu vois, dans le protocole, c'est hyper important. Je pense que tout se joue là-dessus pour moi. C'est la motivation des gens à faire le travail. C'est des exercices qui doivent être faits un peu tous les jours, parce que c'est la répétition qui fait de la progression, si tu veux. Donc en fait, il faut pouvoir faire en sorte que les gens ils intègrent ça dans leur quotidien. Ça, c'est la partie la plus dure du travail, parce que si les gens ne font pas le travail, moi, je ne peux rien faire, en fait. Donc leur permettre d'intégrer ça dans leur quotidien et, tu vois, de leur montrer comment faire et de les motiver, parce que sinon t'as pas envie, quoi. Mais après, si tu veux, c'est un travail qui est assez enrichissant et gratifiant, même pour les gens, parce que tu vois les progrès jour après jour, en fait, généralement. Hors régression et plateau, tu vois ton chien qui se détend, tu vois ton chien qui avance, qui fait, même si c'est 3 secondes de plus, tu vois, t'es content, quoi. Donc au bout d'un moment, ils y prennent un peu goût, je pense. C'est cool. On va passer à la partie conseil. Qu'est-ce que tu dirais, ou quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui aurait un chien qui souffrirait de problèmes liés à la séparation ? Alors déjà, ce que je dirais, c'est vous n'êtes pas seul, parce que ce que je te disais, c'est ultra isolant. C'est isolant sur tous les plans, la vie sociale, la vie perso, la vie pro. Et c'est aussi isolant parce que tu as du mal à trouver des gens qui vont vraiment te donner des conseils qui fonctionnent sur le long terme et qui sont vraiment bien formés là-dessus. Donc vous n'êtes pas seul, il y a plein d'autres gens qui ont ce problème. Voilà. Il faut, tu vois, trouver une communauté. C'est important aussi pour essayer de garder sa motivation et puis voir que c'est possible de progresser, s'intéresser au parcours des autres et tout. Après, comme conseil, forcément, se faire accompagner par un professionnel qui est formé dans ce domaine, c'est ultra important, parce qu'en fait, quand tu as un chien qui a ce type de problème, généralement, tu appelles un professionnel quand t'en peux plus et t'as pas le temps, en fait, d'essayer des méthodes qui marchent pas. Parce que qu'est-ce qui se passe ? T'essayes, ça marche pas, tu perds espoir, tu te dis « j'ai tout essayé ». Alors ça, je l'entends très souvent, le « j'ai tout essayé ». Alors qu'en fait, même dans la méthode que je te propose, c'est possible de mal la faire. Tu vois, c'est possible d'exposer trop le chien, d'aller trop vite. C'est vraiment des trucs assez précis et minutieux. Et en fait, tomber tout de suite sur la bonne personne, ça te fait gagner un temps fou, quoi.
et t'as pas le temps de t'épuiser moralement et émotionnellement à essayer plein de trucs et à voir que ça marche pas et après à te dire qu'est-ce que je vais faire de mon chien. Enfin, voilà, une problématique assez lourde. Donc, je pense trouver quelqu'un de confiance, c'est vraiment important. C'est un peu la base. Et puis après, les conseils, on a déjà un peu parlé, mais c'est vrai que gérer le quotidien, c'est hyper important, quoi. Arrêter d'exposer le chien aux expériences négatives. Il y a des gens qui disent autant essayer de, si tu peux pas faire garder ton chien, utiliser une pièce de confinement qui est différente entre quand tu fais des absences où tu sais qu'il va paniquer et tu fais des absences et là tu travailles pour que si tu veux la pièce elle soit pas associée aux expériences négatives. Pour moi, je pense qu'on peut quand même faire mieux. Il y a beaucoup de possibilités de garde, même pas payantes. Il y a des choses à faire. Voilà, laisser son chien dans un état de panique, même si t'es pas dans la pièce du travail, c'est quand même assez... Moi, c'est pas comme ça que j'aime travailler. Et je préfère aider les gens à trouver des solutions de gestion du quotidien, quoi. Donc, voilà, trouver ces solutions de gestion, se renseigner et surtout pas paniquer quand on lit. Ne laissez pas votre chien seul parce que c'est pas impossible en fait, c'est pas si compliqué que ça. Il y a des cas où c'est très compliqué, je l'entends très bien, mais il y a plein de solutions. Dans beaucoup de cas, il y a beaucoup de solutions et c'est que temporaire en fait. Enfin, c'est vraiment ça le truc qu'il faut se dire, c'est ne paniquez pas parce que c'est de l'investissement sur le long terme en fait. Ouais. C'est vraiment un peu s'enquiquiner sur le court terme, mais pour être tranquille le reste de la vie. Donc autant faire ça bien et tout donner et après que ça soit bien fait quoi. J'aimerais te poser la question signature de ce podcast. Qu'est-ce que Mocha a changé à ta vie ? Qu'est-ce qui t'a appris ? Alors, qu'est-ce qui a changé à ma vie ? Beaucoup de choses. Il y a la boîte de mouchoirs juste à côté si t'as besoin. Écoute, tu vois, je trouverais même pas un truc. Il m'a vraiment appris énormément. Il m'a appris à beaucoup nuancer ce que je lis en théorie et comment je pratique. Et surtout, il m'a appris ce que c'est de se retrouver avec un chien où, en fait, tu te retrouves dans une impasse. Et ça, c'est hyper dur à vivre. Parce que quand t'aimes ton chien, t'as pas envie de devoir t'en séparer, quoi. Mais en même temps, des fois, t'arrives au bout de ton énergie mentale, émotionnelle, tout ce que tu veux, t'en peux plus et t'as pas de solution. Donc t'es obligé de continuer à gérer ton chien, tu vois. Tu peux pas faire de pause, tu peux pas te dire, je pars 2 jours en week-end, je fais un break. Tu peux pas, en fait. Du coup, ça m'a appris à toujours trouver des solutions, même quand je pense qu'il y en a pas. Et à me concentrer toujours sur le verre à moitié plein. Ce que je te disais tout à l'heure, c'est si tu veux voir les mini-progrès et te réjouir de micro-trucs. Et en fait, moi, je suis quelqu'un de base qui a du mal à lâcher prise. Et pour le coup, c'est vraiment le truc qui m'a appris. Parce que si tu lâches pas prise, en fait, t'es déprimé souvent, quoi. Ouais. Donc, il faut apprendre à se réjouir des micro-progrès, à lâcher prise. Et en fait, à pas trop essayer de prévoir ce qui va se passer, tu vois. Pas calculer en mode ok là j'ai fait 2 secondes donc ça m'a pris 2 semaines alors du coup dans 6 ans peut-être que je ferai 30 minutes quoi. Essayer de rester tête baissée et faire jour après jour et puis au bout d'un moment ça se décante en fait, il y a des aspects qui se débloquent et du coup tu vois c'est comme un jeu vidéo, t'as débloqué un espace de la carte où tu peux y aller et puis du coup ça va mieux quoi, petit à petit ça se débloque. Mais ouais, cet aspect lâcher prise, trouver des solutions même quand il n'y en a pas, et puis toujours creuser plus pour mieux comprendre le comportement, quoi. Donc ça, c'était chouette. C'est trop cool. Est-ce qu'il y a des ressources que tu aimerais partager à nos auditeurs ? Oui, alors du coup, il y a mon blog sur mon site internet. Ouais. J'essaye de mettre des articles régulièrement, mais je vais continuer à le faire. Sinon, en ressources francophones, il y a Les Anxieuses au Québec, il y a Claudine Prudhomme aussi. Après, c'est des contenus anglophones, donc Malena Demartini, Julie Naismith, qui écrivent des livres. Il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup de cours en ligne. Il y a aussi un cours en ligne de Claudine Prudhomme sur Demain de Maître, qui est une plateforme en ligne. Mais c'est vrai qu'il manque de ressources en français, mais je pense que c'est en train d'arriver, donc c'est plutôt... c'est bien, c'est rassurant. Ouais, ça va arriver. Puis on compte sur toi. Oui. Franchement, disons-le. Où est-ce qu'on redirige les auditeurs qui souhaiteraient suivre ton travail ? Alors, moi, je suis plus active sur Instagram. Ouais. Donc, Instagram, c'est Anaïs de Tout. Sur Facebook, mais je mets moins de choses en story. Et mon site internet, anaïsdetout.fr. Trop cool.
Et merci beaucoup Anaïs Merci à toi. Ce super moment, c'était hyper enrichissant. Donc merci à toi d'être passé par là. Merci beaucoup et puis j'ai hâte d'écouter les autres épisodes de La Niche. À bientôt. Salut. Merci beaucoup de vous être rejoint à ma conversation avec Anaïs et de l'avoir écoutée jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler à des amis qui le pourraient aider et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant @anaïsdetout et @lanicheaventure. Si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez aussi me laisser une note et un commentaire sur la plateforme que vous utilisez pour m'écouter, ça aide beaucoup le podcast à se développer. Pour enrichir votre écoute, n'hésitez pas à visiter mon site laniche-aventure.fr. Enfin, pensez à vous abonner et à me suivre sur Instagram pour ne rien rater des prochains épisodes, ils arrivent très vite. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine!